De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. Nous sommes le 22 février 2019 et c'est parti pour De quoi je me mail. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous dédié à l'actualité high-tech. Avec tout à l'heure un représentant de LG France qui sera à mes côtés, Jérôme Pinton, qui est directeur marketing, qui nous expliquera pourquoi LG se retire sur la pointe des pieds sur le marché du mobile. Vous verrez, il semblerait que ce soit que passager. On évoquera aussi la révolution des écrans enroulables avec Jérôme Pinton qui sera mon invité tout à l'heure, donc le directeur marketing de chez LG. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mail et avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Pour débuter, c'est le club de la presse IT. Éric Le Bourlou est là, présent, comme chaque vendredi. Bonjour Éric. Salut. Rédacteur en chef de 01net.com. Et à nos côtés, cette semaine, Éric, nous avons le plaisir d'avoir, tu peux le présenter, Rafi Aladjian. Et oui, Rafi Aladjian. Bonjour. Entrepreneur, fan de nouvelles technologies, spécialiste de tout cela. Rappelons que Rafi Aladjian a été le papa des tout premiers objets connectés, un spécialiste de plein de sujets liés à la tech, de l'Internet notamment. Et donc avec un nouveau projet qui s'appelle moralscore.org, qu'on vous invite à découvrir, moralscore.org. C'est tout ce qu'on peut dire ou on peut... Rapidement. Oui, en deux mots, c'est MoralScore vous permet de choisir les entreprises qui correspondent plus à vos valeurs. Oui. C'est-à-dire chacun vient sur MoralScore, déclare ce qui compte pour lui, genre le respect pour l'environnement, les conditions de travail dans une entreprise, mais aussi le fait qu'elle soit innovante ou pas innovante. Et on vous dit parmi secteur par secteur quelles sont les entreprises qui correspondent le plus à vos valeurs. Comme ça, être gentil devient aussi simple que commander une pizza, vous n'avez pas besoin de... Si je veux choisir par exemple que les entreprises qui polluent énormément, je peux ? Je peux aussi. Ah, ça, je peux aussi choisir. Alors c'est Amoral Score. Là, si ta moralité, tu peux aussi choisir les entreprises qui payent le mieux leurs actionnaires, qui traitent le moins bien leurs salariés. On a le droit d'être un méchant. On a le droit d'être un méchant. On a le droit d'être méchant. C'est qui est gentil, qui est méchant. C'est ce que fait Moral Score. Parfait, à découvrir donc. Un petit mot aussi sur le mail que je vous donne depuis 2 semaines maintenant, qui va vous permettre en fait d'interagir avec cette émission. On est en train de récolter quelques-unes de vos questions et on y répondra très très vite. Ça sera ou la semaine prochaine ou la semaine d'après. L'adresse, la voici, c'est mail au pluriel @01net.fr. Donc si vous voulez réagir au sujet qu'on évoque aujourd'hui, on va parler de Samsung entre autres, on va évoquer aussi LG tout à l'heure. Mail @01net.fr. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. On lit tous vos mails. Éric, pour commencer, l'actu de cette semaine, Samsung a tout écrasé puisque il y a quelques rendez-vous dans l'année qui sont importants quand on suit l'actualité du smartphone. Et celui qu'on a vécu avant-hier est capital puisque Samsung a annoncé, entre autres, ses Galaxy S10, mais pas que. Et non, mais pas que. Alors en plus c'est marrant parce qu'ils l'ont fait, et c'est pas courant pour Samsung, ils l'ont fait dans les terres de son meilleur ennemi, Apple, dans la salle qui a déjà accueilli plusieurs keynotes Apple à San Francisco. Donc là ils avaient quand même mis pour cette conférence les petits plats dans les grands. C'était un peu le grand spectacle, le show, le grand show à la Samsung qu'on avait déjà vu plusieurs fois. Mais là ils ont voulu faire assez fort. Et ils ont fait péter les projecteurs. Il y en avait beaucoup. Ouais, il y avait beaucoup d'effets, un gros son. Et oui, et ce qu'ils ont présenté, alors évidemment, il y a le Galaxy S10, donc on pourra parler un peu plus tard. Mais surtout, ils ont entamé leur conférence de presse par l'annonce de ce qu'on attendait. On savait qu'ils allaient l'annoncer dans les semaines qui allaient venir là, de leur premier et peut-être du premier véritable smartphone pliable qui s'appelle donc le Galaxy Fold. C'est donc un smartphone qui a 2 écrans. Un écran que vous pouvez utiliser lorsqu'il est refermé, qui est un petit écran d'ailleurs, il n'est pas très grand par rapport au standard actuel, il ne fait que 4,3 pouces si je ne m'abuse, donc c'est pas énorme, mais par contre quand vous l'ouvrez,
vous avez accès à un écran déplié qui est assez gigantesque puisqu'il fait plus de 7 pouces, il fait 7,3 pouces. Ouais, si vous êtes avec nous en vidéo, vous êtes en train de voir la démo là, hein, c'est impressionnant. Ouais, c'est une jolie, une jolie démonstration d'ingénierie parce qu'évidemment Samsung a pour créer un tel produit, alors ils nous ont bien expliqué qu'ils ont fait une charnière bien spécifique pour que ça fonctionne. Ils ont aussi créé des écrans au revêtement plus fin pour pouvoir avoir cette capacité à se refermer le téléphone, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a un endroit où l'écran est pratiquement plié à 100%. Quoi. Ah oui, complètement. Et il est complètement plié. Alors, par contre, évidemment, quand on regarde le smartphone plié, il est quand même assez épais. Faut pas s'attendre. C'est vrai que c'est assez surprenant comme design. Ça fait penser au Nokia Communicator. Je sais pas si tu te souviens de ce truc-là, Rafi. Le gaufre qu'on se mettait là. Le gaufre qu'on ouvrait, il y avait de parpaing. Voilà, c'est ça. Mais on trouvait ça génial parce qu'il y avait un clavier, on pouvait envoyer des mails en Edge. À l'époque, c'était génial. Premier smartphone, tout simplement. Et effectivement, là, on se retrouve avec un design un peu similaire, sauf que quand on l'ouvre, évidemment, on a un écran assez gigantesque. Ce qui est intéressant, au-delà des specs, qui sont vraiment très, très haut de gamme, évidemment, ils ont tout mis là-dedans. Ils ont tout mis là-dedans. Ils ont un processeur en 7 nano qui est sans doute un Snapdragon 855. Ils ont mis 12 Go de RAM dedans, enfin on pourra le dire pourquoi d'ailleurs, et ils ont 512 Go de stockage qui n'est pas extensible d'ailleurs, mais c'est une bête d'un point de vue spécification. Il y a aussi 2 batteries, une dans chaque partie du téléphone. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu plus épais justement, pour tenir la charge, parce que ça doit consommer pas mal d'énergie. Ça doit consommer pas mal d'énergie. Alors ils n'ont pas du tout parlé d'autonomie, mais c'est 4380 mAh si je ne m'abuse, mais avec un écran aussi grand, il est possible quand même que on testera évidemment l'autonomie, mais que l'autonomie ne soit pas géniale, on verra bien. Ce qui est intéressant aussi dans ce smartphone, c'est que Samsung a travaillé avec Google qui travaille de son côté à adapter Android à ces nouveaux facteurs de forme. Et donc il y a des choses d'un point de vue logiciel qui sont assez intéressantes, puisqu'on peut utiliser classiquement son téléphone refermé comme un téléphone Android classique. Et puis, si on a envie, par exemple, vous êtes en train de scroller sur Netflix pour aller chercher votre film, vous pouvez, une fois que vous avez trouvé le film, ouvrir le téléphone, et là automatiquement parce qu'ils appellent la continuité des applications, votre application bascule sur le grand écran, et donc vous avez accès à l'application en mode tablette, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et l'autre chose intéressante, c'est que c'est un appareil qui se veut plus multitâche qu'un smartphone classique, et d'où les 12 Go de RAM d'ailleurs, puisque évidemment c'est un téléphone qui est capable de faire tourner jusqu'à 3 applications en même temps, d'afficher et de faire tourner donc 3 applications en même temps sur son même grand écran. Oui, parce qu'on peut partager en fait l'écran. On peut partager l'écran. On peut faire du messaging, par exemple, avoir du YouTube en bas et puis par exemple du web sur le côté, quoi. Exactement. Donc voilà, ils n'ont pas mis, on le voit à l'écran là d'ailleurs. Effectivement, on peut donc comme ça avoir plus de choses affichées à l'écran et rapprocher un petit peu l'usage d'un smartphone d'une vraie tablette ou voire d'un ordinateur. Il y a combien d'appareils photo, 5 ou 6, non? Alors il y a 6 appareils photo. Effectivement, il y en a 3 à l'arrière. C'est exactement les mêmes appareils photo que sur le S10 à l'arrière. Mais effectivement, il y a 2 capteurs pour les selfies et la profondeur ouvert, et un autre capteur selfie quand il est fermé. Donc ça commence à faire beaucoup de capteurs photo. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses, Eric? Est-ce que on est à l'aube d'une révolution en termes de form factor pour les smartphones, ou est-ce que c'est du bullshit? Moi, je suis plutôt convaincu, même si là, on était tous assez saucés de le voir sur le téléphone. En fait, il y a quand même un truc intéressant, c'est qu'on n'a pas vraiment vu de grosses évolutions dans le smartphone depuis bien des années. Et là, enfin, il y a quelque chose qui est un peu nouveau, parce que c'est quand même, là, on a accès on n'avait pas vu de changement majeur de design. Oui, il y a des écrans de plus en plus borderless. Oui, il y a des il y a eu l'encoche, il y a eu maintenant l'écran poinçonné. Là, on a vraiment accès à une autre forme d'appareil qui reste un smartphone et qui pourrait éventuellement donner de nouveaux usages, surtout en vidéo. On imagine en vidéo pour le surf, etc. Après, on attend de l'avoir en main. Samsung a été d'ailleurs assez discret. Il l'a pas vraiment montré. Les journalistes là-bas ne pouvaient pas vraiment y accéder. Oui, parce que nous avions Nicolas Lelouch sur place, qui a assisté à la conférence à San Francisco. Il n'a pas pu voir le téléphone après. On n'a pas pu
accéder, et il n'y a pas que la presse française d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas eu de hands-on, comme on dit, sur ce téléphone-là. D'accord. Donc on attend effectivement de pouvoir mettre la main dessus. On espère peut-être le voir au Mobile World Congress, on ne sait pas trop. Et pourtant, il sort très bientôt, puisqu'il sort en avril, Bien sûr. à un prix par contre qui va un peu refroidir tout le monde, évidemment, puisque c'est très cher, hein, on va pas se mentir, puisque le smartphone coûte 2000 à peu près $2000. Alors on n'a pas le prix en euros, je n'ai pas le prix en euros là, mais le prix en dollars, c'est quand même très élevé. Ouais, c'est le prix d'un ordinateur haut de gamme. Hein. Oui, c'est le prix d'un ordinateur haut de gamme. Même très haut de gamme, on peut le dire. Haut de gamme, ouais. Mais on est devant un produit atypique. Rafi, qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de Samsung de proposer un smartphone qui est pliable ? Je pense deux choses. Je pense que c'est brillant de la part de Samsung de jouer ce coup-là, qui plus est au moment où Apple est au plus bas, notamment parce que leurs produits se ringardisent de plus en plus. Enfin, se ringardisent pas, mais qu'on n'a vu aucune innovation chez Apple. Bon, ils ont dû quand même travailler sur ce smartphone avant qu'Apple ait des quelques soucis, mais malgré tout le tapage qu'ils en font, on sent un peu la jubilation de dire il y en a qui innovent, il y en a qui innovent pas, etc. Donc de ce point de vue-là, c'est réjouissant de voir qu'il y a un peu de vigueur sur ce marché. Après, je suis beaucoup plus sceptique sur l'appareil lui-même. Je pense qu'il a très probablement plein de problèmes d'utilisabilité dans la vie réelle, c'est-à-dire d'avoir un truc qui est épais, le fait que l'écran de la partie smartphone fermée est finalement petite, ça joue pratiquement cet effet de les gens qui mettent leur cache sur leur téléphone, on a un petit bout d'écran, on regarde un truc et après il faut ouvrir le téléphone. Et en même temps, et je trouve que c'est une régression, c'est que je pense que l'avenir du smartphone, c'est comment il peut être plus intégré à l'homme, c'est de permettre un usage de plus en plus fréquent ou d'un accès de plus en plus souple, transparent à l'information. Et là, on a quelque chose qui a l'air d'être un peu plus patapouf. Il est lourd, je fais le truc, j'ouvre. À moins que le truc soit super élégant. Mais ce grand écran que tu déplies, enfin que tu ouvres, c'est pour certains usages, ça peut être intéressant. Non ? Oui, pour certains usages, mais ça veut dire que tu vas le trimballer sur toi en permanence, des fois que soudain, par hasard, dans le métro, tu aurais envie de voir un film en grand. C'est ce rapport-là qu'il faut faire, c'est quelle est par rapport à l'encombrement du téléphone, quelles sont les situations qui nécessitent réellement dans ta vie réelle d'ouvrir et d'avoir un grand écran. Pour toi, c'est pas l'avenir du smartphone, cette stratégie-là, le fait d'avoir un smartphone pliable, en tout cas avec ce form factor. Tu l'imagines différent, le smartphone de demain ? Je crois qu'il n'y a pas de smartphone de demain. Enfin, que le véritable enjeu, c'est de savoir qu'est-ce qui vient après le smartphone. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé parce que c'était ni les montres, ni les lunettes, etc. Et que l'enjeu, c'est ça, c'est-à-dire le device qui va permettre un accès encore plus, comme je le disais, fluide, fréquent. Je veux quelque chose, je le sais tout de suite, etc. Que de faire un smartphone qui devient un PC. Et là, on a un smartphone qui devient un PC, mais au sens même Windows du terme. On a l'impression qu'il est un peu bouffi. Moi, je sais pas, je trouve ça séduisant. Je suis un peu de ton avis. Je suis moins radical. Après, je suis très curieux d'en avoir un, mais quand j'essaye de m'imaginer vivre avec ça en vrai dans la vie, plutôt que de jouer avec. Est-ce qu'Apple va aller sur ce terrain-là, à ton avis ? Est-ce qu'ils vont aussi travailler sur ce type de form factor ? On sait qu'ils sont très bons sur les tablettes, par exemple. Ils agrandissent d'année en année les écrans des iPhones. Je pense qu'ils vont, ils sont dans l'obligation de faire quelque chose de fracassant qu'il soit. Maintenant, s'ils allaient sur ce form factor, ils auraient l'heure de suiveurs. Je pense que c'est pas très bien non plus. Et puis ils vont attendre de voir si ça décolle. Si ça décolle. À 2000 euros. Parce le décollage, il n'y a pas que Samsung qui va. Non, là, on risque d'en voir dans quelques jours arriver aussi. Évidemment. Je sais qu'il y a évidemment Huawei, il y a Xiaomi, toutes les marques de smartphones sous Android ou presque sont en train de préparer un smartphone pliable qui va ressembler peu ou prou à ça. Peut-être sera plus fin, peut-être sera plus gros. Enfin bon, bref.
Donc effectivement, ils auront aussi, et comme souvent le fait Apple, le recul de voir si ça prend pas, pour voir effectivement si eux aussi ils vont sur ce nouveau Si c'est facteur. juste un marché marginal, Ouais. ils n'iront pas. Oui, mais d'un côté, c'était important, je pense aussi pour Samsung, de reprendre la main dans Tout le à jeu. Et ça, Parce ils que l'ont là, fait. Ça, ils Et l'ont là, fait. parce qu'il avait perdu, hein, le S9 Ouais. était un excellent téléphone, mais il était un peu fadasse. Il n'y Ouais. a rien voilà, qui donnait envie vraiment de s'y intéresser, même si c'était un excellent téléphone, très homogène. Mais bon, voilà, il n'y avait rien à raconter. Et là, ils reprennent, j'ai l'impression, le lead sur deux choses, sur cet écran donc pliable, mais aussi sur la 5G, parce que je crois bien que c'est les premiers à proposer un téléphone concrètement qui sera 5G. Alors, ce téléphone-là sera disponible en version 4G et 5G. Ils n'ont pas, je crois que si je ne m'abuse, je suis pas sûr à 100% de moi, donc vous vérifierez. Mais a priori, la version qui va sortir est une version 4G et il y aura une version 5G aussi. Mais oui, voilà. Mais en fait, je parlais du S10, mais effectivement. oui, il y a aussi effectivement un S10 5G parce qu'il qui va sortir. Il y a la deuxième partie, bon, le Fold, ça c'était le côté waouh, mais après il y a des choses un petit peu plus, on va dire, abordables et qui seront peut-être voilà, dans votre poche très très bientôt. C'est la nouvelle gamme S10, avec 3 modèles différents. Que Samsung a présenté hier. Alors là c'est tout de suite un petit peu plus compliqué, hein, parce que on va pas rentrer dans les détails. Voilà. Et effectivement, il y a un S10 Plus qui est un modèle plus grand, et un S10e qui est aussi assez intéressant parce que c'est un modèle plus abordable qui vient en fait en frontal avec l'iPhone XR, qui est moins cher. Qui est moins cher. Mais alors bon, on disait que le S9 avait pas beaucoup de on va dire de surprise en lui. Oui. Là, il y a quand même de l'innovation sur ces téléphones-là, même si j'ai l'impression, et bon, je pense que Rafi sera d'accord avec moi, c'est vrai que on se rend compte quand même d'année en année que ce sont des innovations un peu incrémentielles. On savait que Samsung allait lancer le capteur d'empreinte sous l'écran. Donc là, ok, la case est cochée, il y a un capteur d'empreinte sous l'écran, ce ne sont pas les premiers à l'avoir mis. Il n'y a plus d'encoche, l'écran et le capteur photo est poinçonné dans l'écran. Donc c'est un tout petit trou sur le côté gauche. Un tout petit trou. Donc c'est très joli à voir, c'est très beau, ça fait un écran encore plus immersif. Et ils améliorent la photo, donc là ils passent à 3 capteurs à l'arrière. Donc on a maintenant accès à plus de potentiel en photo, notamment avec un ultra grand angle. Donc tout ça, voilà, c'est des améliorations incrémentielles. Fondamentalement, ça reste un Galaxy S. Ce sont de très jolies machines. C'est très beau, hein, Nicolas qui a pu les prendre en main, vraiment nous explique que ce sont des belles machines. Mais après voilà, ça reste la nouvelle version de ce Galaxy S. Il y a quelques petites touches. Avec, comme le font d'ailleurs après tous les autres. L'année dernière, effectivement, Huawei avait frappé un grand coup avec son P20 Pro parce qu'ils avaient mis l'accent sur la photo en disant voilà, vous allez avoir avec ce smartphone le meilleur smartphone en photo. Après, il y a eu Google qui a fait ça avec son Pixel et en disant voilà, maintenant vous allez avoir le meilleur smartphone en photo. Là, on verra sur ce Samsung a toujours été bon en photo, on verra. Peut-être que c'est désormais de nouveau le meilleur smartphone en photo, le Galaxy S, mais ce sont des appareils qui restent quand même assez classiques avec quelques innovations, dont ce capteur d'empreinte sous l'écran qui remplace le capteur d'empreinte traditionnel qu'on avait avant sur un smartphone. Voilà. Rafi, quelque chose à dire sur le S10 ? On enchaîne ? Non, voilà. Comme Eric a dit, c'est des innovations incrémentales, plutôt bien faites, et voilà, la vie continue. Voilà. Bon, on verra. C'est vrai que Samsung joue gros quand même avec ce type de smartphone. Samsung est quand même pas face à la concurrence chinoise. C'est vrai, a perdu un peu ses superbes, c'est clair. Donc le S10, effectivement, de sortir un téléphone pliable, de dire nous on est quand même, on reste les patrons de l'innovation. Ça fait du bien à l'image. Ça fait du bien, bien sûr. Ouais. Alors donc Samsung a annoncé qu'en collaboration avec certains opérateurs, il sortirait ce S10 en version 5G. Ouais. Ou alors là, il y a encore un capteur photo supplémentaire. Vous avez une batterie monstrueuse. Vous avez jusqu'à 1 téraoctet de stockage. C'est un truc de dingue. Là encore, la 5G. Tout le monde s'excite là-dessus. On a raison de tout se tourner vers la 5G. Rafi, c'est une techno qui va changer la donne en matière de communication. Oui, je pense. Après, la question est de savoir pourquoi on aura besoin d'avoir de l'Internet à la maison. Mais oui, je crois beaucoup à la 5G. La 5G qui, donc, arrive sur ce téléphone, le S10. Dans certains pays,
et notamment Orange en France, puisqu'on a vu le logo Orange Ouais, qui était partenaire. associé avec le S10. Bon, écoutez, Et si vous voulez en c'est vrai que savoir... pour la 5G, pour l'instant, ça va. Oui. Je pense que là, la version 5G, il faut vraiment être un early adopter pour Exactement. pouvoir s'intéresser à cette version-là, C'est ça. puisqu'évidemment, il n'y a pas de version de 5G qui tourne aujourd'hui en France, à part dans quelques projets pilotes. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que voilà, Samsung dit, ok, voilà, la Ouais. messe est dite, je suis le En premier même- à sortir un smartphone 5G, donc Tout à fait. En vos même gueules, temps, les là, gars. en même temps, là, on va les voir tous débarquer Oui, la bien semaine sûr. prochaine. Ouais. On va les voir arriver. Et à noter que Huawei a annoncé qu'il sortirait son nouveau flagship, le P30, ce sera en fin mars prochain, et ce sera à Paris d'ailleurs. Et bien sûr, ce sera à suivre sur zeronet.com et Zeronet TV. On referme la partie Samsung. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, sur zeronet.com, vous avez tous les détails des smartphones, des 3 modèles, le E, le S10 et puis le S10 Plus, effectivement, et puis le Fold, qui est ce smartphone qui est pliable. Dans l'actu aussi cette semaine, c'est Google qui gentiment prépare peut-être le futur du jeu vidéo. Eric. Tout à fait. Alors c'est juste c'est passé assez inaperçu au début. C'est juste une invitation que Google a envoyée à la presse, aux analystes et aux gens qui viennent à la Game Developer Conference, qui est un salon du jeu plutôt pro qui a lieu aux États-Unis. Et ils ont invité tout le monde pour tout révéler autour d'un projet qu'ils préparent un peu en douce, même si ils ont déjà montré publiquement quelques effets, quelques démos. Alors on ne sait pas vraiment ce sera autour de ça, mais il y a de fortes chances que Google dévoile en fait à cette conférence qui aura lieu, si je ne m'abuse, le 19 mars, son service, ou en tout cas les prémices d'un service de cloud gaming qui donc pourrait arriver et Google pourrait être un des premiers à lancer ce service de cloud gaming. Avant d'autres qui ont aussi lancé ce genre d'initiative, dont Microsoft l'année dernière avec le projet xCloud. C'est intéressant parce que tous les géants là sont en train de se préparer à cette révolution du jeu vidéo qui va arriver, on ne sait pas quand. Ça va commencer cette année. Ça a déjà commencé un peu. On a Shadow de Blade, la startup française Blade, qui marche déjà. Mais évidemment, quand il y a des noms comme Google ou Amazon aussi qui s'y préparent parce que c'est des géants du cloud, et Microsoft, là c'est notre histoire. On sent qu'on va passer à une autre étape du jeu virtualisé. On rappelle juste pour les gens qui savent pas ce que c'est que vous n'avez plus, c'est un peu comme Netflix, c'est-à-dire que vous vous abonnez à un service pour 10, 15 euros, 20 euros par mois, et je pense qu'il y aura différentes tranches, et puis vous avez accès à un catalogue de jeux les jeux ne sont pas exécutés sur une machine en local, ils sont exécutés dans un serveur dans le cloud via un serveur qui lui dispose d'un matériel extrêmement puissant. Donc une carte graphique de dernière génération, et si vous avez la chance d'avoir une connexion à internet correcte, parce qu'évidemment il vaut mieux avoir la fibre optique, si vous êtes en 512 en ADSL ça ne marchera pas bien, vous pouvez accéder à des jeux vidéo comme si vous les faisiez tourner. C'est-à-dire qu'en fait l'image apparaît sur notre télé. Voilà, c'est de la vidéo avec un retour de la manette ou du clavier, évidemment, avec un temps de latence très faible qui nous permet de jouer dans de bonnes conditions, etc. Et c'est effectivement ce que Google risque de montrer là, donc un service, pourquoi pas, de jeux vidéo qui va arriver peut-être cette année. Rafi, encore une preuve flagrante du cloud qui est partout, même dans le jeu vidéo, c'est partout. Oui, ça, c'est le sens de l'histoire, et en fait, ça me surprend très peu. Je connais mal le marché du jeu vidéo, mais c'est une tendance irréversible, donc tout va aller dans le cloud, et donc je m'étonne que le jeu n'y soit pas déjà. Enfin, il y avait quand même des challenges de temps de latence, je suppose, qu'il fallait régler avant. C'est vrai que c'est primordial dans le jeu vidéo, évidemment, surtout dans le jeu compétitif, puisque si on a jusque quelques microsecondes de retard sur un joueur en face, ce ne sera pas possible. Mais c'est des problématiques qui sont presque réglées. Ce que fait Shadow, par exemple, honnêtement, on n'a pas vraiment l'impression de jouer à distance quand on a une bonne connexion, ça marche très bien. Et ce que fait Google, c'est carrément, vous n'aurez pas besoin de console, parce que aujourd'hui, les gens qui veulent jouer à des jeux vidéo achètent soit un PC gaming extrêmement puissant, soit une console qui coûte assez cher quand même. Et d'ailleurs, de nouvelles générations de consoles sont en train d'arriver là. Et c'est peut-être d'ailleurs ça le plan des géants du cloud comme Google
ou Amazon, c'est de profiter de la fin de cette génération de consoles, que la PS4, la Xbox One, etc., pour s'engouffrer sur ce nouveau marché avant que les Sony, etc., lancent leur PS5 et Microsoft, leur prochaine Xbox, etc., etc. C'est passionnant tout ça. Et puis en plus, on parlait tout à l'heure de la 5G qui permet entre autres des temps de latence très faibles, et donc qui serait parfaite pour le cloud gaming. D'ailleurs, je crois que Shadow va annoncer quelque chose là-dessus au Mobile World Congress, et nous aurons le fondateur de Shadow d'ailleurs sur le plateau de 01net TV qui nous expliquera pourquoi la 5G va révolutionner aussi le cloud gaming. Zéro latence sur la 5G, donc, ou presque pas de latence. Ça sera encore mieux donc. Donc évidemment, pour le jeu vidéo, c'est parfait. Rafi, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Voilà, Rafi qui a plein de projets. Il a un peu de discret secret, mais bientôt il viendra nous en parler dans De quoi je me mêle. Sous la torture même, s'il le faut. Merci beaucoup Rafi. Et puis Eric, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, vous le savez. De quoi je me mêle, le club de la presse IT. Le premier module de ce De quoi je me mêle, vous restez avec nous. Alors en audio, vous allez voir, d'un coup ça va partir, vous n'avez rien à faire, vous allez entendre l'interview de Jérôme Pinton, qui est le directeur marketing de chez LG. Puis si vous êtes avec nous en vidéo, là sur 01net TV, sur YouTube, vous avez un deuxième module qui vous permet d'en savoir un petit peu plus sur l'arrêt de la branche mobile de LG. En France, c'est quand même un petit événement. On voit que c'est compliqué le mobile. On va demander pourquoi LG met une pause sur le marché du mobile en France, notamment parce que dans les autres pays ça continue, ils seront présents au Mobile World Congress. Et puis on parlera aussi du succès des écrans LG, de cette technologie LG qui permet d'avoir, vous savez, ces écrans roulables grâce à l'OLED. Donc Jérôme Pinton, mon invité dans un instant. Merci d'être avec nous et à tout de suite donc. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.